Pierrick, pour ce nouvel épisode, un peu spécial. On s'est donné rendez-vous dans un lieu qui l'était tout autant, dans le sud de la France, à Cogolin, juste au-dessus de Saint-Tropez. Donc déjà, c'est assez insolite de pouvoir faire de la moto là-bas. On avait rendez-vous avec Seb qui nous avait préparé une moto tout aussi spéciale. Ouais, déjà l'endroit était incroyable, hein. 5 minutes du port de Saint-Tropez. On arrive sur le paddock, là tu n'as que des ronds pour faire atterrir les hélicoptères des stars qui viennent l'été. Et le terrain, tu te dis, bon, ça va être béton sec, tu vois, comme un peu dans le sud. Mais pas du tout. Ah non, mais là, un parapluie de pin. Une qualité de terre qu'on a De fou, quasiment, sablonneuse, voilà, italienne qu'en Italie, un peu, on a ouais, ça. exactement. Et un tracé génial, fait de petites tables, de grands doubles, mais pas dangereux, des petits vélodromes. Donc merci à la mairie et au motoclub de nous avoir ouvert les portes de cet endroit un peu magique, qui est fermé 3 mois par an, pendant évidemment les fêtes estivales. Donc c'est assez marrant de se retrouver là-bas. Et en fait, c'est Sébastien qui nous avait contacté pour essayer sa moto, qui était à la hauteur du spot. Voilà, alors donc une 125 CR de 89, je pense que ça doit être la moto la plus vieille qu'on ait testée à ce jour sur la chaîne. Mais pas n'importe quelle CR, hein. Ben non, parce qu'en fait, c'était une 125 CR équipée d'un moteur Mugen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Alors voilà, évidemment, Mugen, l'histoire. l'histoire de Mugen, ben, c'est le fils de Soichiro Honda qui a préparé des moteurs, sûrement au début quand il avait 15 ans, qui a dû taper les moteurs du père, et puis finalement qui a fait un kit, qui a fait 2 kits. Et on a vu au fil des années, tu vois, 86, 87, les kits se développer, 91, 80, 92 avec des kits merveilleux. Puis après, on l'a perdu un petit peu parce qu'il est parti dans l'automobile. Et aujourd'hui, si vous tapez sur Google Mugen, vous allez retrouver évidemment beaucoup de voitures un peu à la Fast and Furious, tu sais, gavées de chevaux. Il y a eu aussi un petit passage dans la Formule 1. Donc, si tu veux, Mugen Power, tout le monde connaît un petit peu le logo. Historiquement, si tu veux, c'était Honda qui avait, on va dire, un petit catalogue de pièces spéciales. Donc, on pouvait acheter des pistons, des C'est quoi, une sorte de power parts comme le fait KTM? Ah, KTM l'a fait une année, tu sais, tu peux acheter une SX ou une SX S. Ouais, bien sûr. Ouais. Ils le font moins, hein, ils le font même plus de ça. Et ben à l'époque, Honda avait un catalogue avec un allumage usine, tout était quasiment disponible, c'était assez fou. Aujourd'hui, ça se fait pas. Bon, faut dire aussi qu'une moto d'origine, aujourd'hui, il y a quand même moins besoin. Mais ce moteur Mugen était un truc incroyable. Donc ça, c'est complètement collector, alors si ça n'existe plus. Alors, c'est au point d'être collector que ça coûte plus cher que la moto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cylindre, culasse, Mugen, t'en as pour 3000 euros. Ah ouais. Et si tu arrives à le trouver. Et si tu arrives à le trouver en bon état, etc. quoi. Ouais, c'est quasiment introuvable. Ça a vraiment une valeur énorme. Et donc là, notre ami Seb, son meilleur ami, trouve sur le bon coin un cylindre Mugen. Et pas il y a 15 ans, il y a à peine 2 ans. Et il l'achète 80 euros. Mais non. Donc, si tu veux, quand tu penses que même un cylindre d'origine, ça coûte 400 euros. Le gars savait pas ce qu'il vendait, quoi. Ben, pas trop. Donc, du coup, Seb le monte, ils font une très belle moto, mais le problème, c'est est-ce que ça n'a pas vieilli? Parce que le problème des vintage, évidemment, c'est que tout a évolué, et une 125 vintage, il n'y a pas grand-chose, évidemment, dans le moteur. Pour faire un petit point sur ce kit Mugen, là, parce que je suis chaud pour m'en acheter un, ça se résume à quoi, alors? Comme pièce? Un cylindre, une culasse, et le piston qui va avec, mais tu peux rouler avec le piston d'origine. Et tu te rappelles de la discussion qu'on a eue pour les segments? Oui. Par exemple, le kit 80, Ouais. le cylindre piston 80, il y avait 2 segments, le kit Mugen avait un seul segment. Ouais. Exactement, donc il y avait des petites différences, tout était mieux fini, c'était assez sympa. Énorme, en fait. Ce qui était marrant, c'est que c'était des pièces qui marchaient avec l'origine. Donc tu n'avais pas besoin de mettre tout un ensemble échappement différent. Donc tu mettais le cylindre sur la Honda et ça donnait directement des chevaux à ta moto d'origine. Alors évidemment, ça marchait le temps que ça s'use. Je parle du piston, donc il fallait changer souvent les pièces, mais la moto était performante. Alors, qui a roulé Mugen? Ah oui. Alors moi, le premier évidemment souvenir, hein, j'étais peut-être trop petit, j'avais que 6 ans, donc j'ai vu ça dans Moto Verte. C'était Johnny Amara qui était venu au Grand Prix de Suisse avec une 125 toute blanche et bleue. C'était une 125 Mugen. Il avait gagné les 2 manches et doigts dans le nez à Payerne.
Donc ça a été le premier souvenir que j'ai moi de Mugen. Ensuite, un énorme poster justement de moto verte, c'était de Yannick Kervala, qui était un poster de profil, tu sais, où tu le voyais attaquer dans le sable à Valkenswaard, je crois, et tu voyais bien le cylindre Mugen sur la 2,5, parce qu'il ne faisait pas que pour les 125. Exactement. Ensuite, évidemment, les top pilotes, on va dire, de l'époque, comme genre Thierry Bétise, roulaient avec 125. Et le dernier qui a roulé, à mon sens, c'est Michael Pichon, qui a roulé justement avec le cylindre Mugen. Et la mort du cylindre Mugen, c'est arrivé avec les préparateurs. Donc je me rappelle que Michael Pichon, je crois, avait opté pour une préparation pro-circuit à l'époque. Parce que du coup, tu avais à peu près l'équivalent. Ben, si tu veux, rien ne se faisait trop avant. Donc ce cylindre apportait énormément de choses. Mais après, quand les préparateurs sont arrivés, ils ont réussi quand même à sortir des chevaux du bloc d'origine. Et donc, si tu veux, on a laissé tomber un peu cette pièce très chère, en prenant simplement le cylindre d'origine et en l'améliorant. C'est-à-dire que c'était juste des heures à passer dedans. Donc l'historique de ce moteur est quand même là. Alors, pour info, Paget Colors, que tu connais bien, dont on va reparler évidemment dans cet épisode, Paget Colors, il roulait avec une 80 Honda grande roue à l'époque. Donc si on en trouve une, s'il vous plaît, si vous connaissez une 80 Honda grande roue, on veut bien l'essayer. Et donc Paget Colors, avec sa 80 grande roue, il avait mis un kit Mugen dessus, il volait. Et donc du coup, il avait même gardé le surnom Mugin, parce que tout le monde l'appelait Mugin, au lieu de dire Mugen, les gens disaient Mugin. Donc on l'appelle toujours Mugin pour ça, exactement. Donc ce kit, vraiment, on voulait l'essayer. On s'était dit... Ouais, ça fait un peu rêver déjà le nom. Tu bah te dis, ouais. là, ça doit être un truc... déjà introuvable, et puis c'était une pièce qui améliorait la moto. Et on arrive, grosse surprise, fourche également, loin d'être d'origine. Il y avait une fourche White Power dessus. Alors c'est vraiment la fourche White Power que tous les pilotes de Grand Prix avaient. Donc c'était assez canon. À l'arrière, un amortisseur Öhlins, parce que la finition des amortisseurs d'origine à cette époque-là, c'était pas terrible, si tu veux, ça chauffait et tout. Donc l'amortisseur Öhlins dessus, on s'est dit, donc il y a les trois quasiment meilleurs éléments de l'époque. Donc là, on est quasiment sur une moto d'usine de l'époque. La 125 Honda, c'était la meilleure, je pense, 125 à l'époque. La 125 Honda 89. Le Mugen, c'est ce qu'il y avait de mieux. La fourche White Power, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et l'amortisseur Öhlins aussi. Ouais, donc c'est une moto de course, quoi. Donc logiquement, on a quasiment la meilleure moto de 1989. Donc la question, c'est est-ce qu'une moto de 1989 peut rivaliser avec une 125 moderne ? On se trouve bien sur cette moto. Au niveau du freinage, je me fais à moitié peur parce qu'en fait, il a adapté un frein avant très grand diamètre, très puissant. Et si tu veux, j'ai manque de planter de l'avant. Donc c'est un petit peu, on va dire, inhabituel. Hein, t'imagines de se faire peur par trop de puissance ou trop de frein sur une ancienne moto. C'était vraiment cool pour ça. Donc bonne position, bon frein. Parce qu'on rappelle, hein, les motos anciennes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont extrêmement légères. Très légère, les freins, évidemment, les disques sont beaucoup plus petits, donc c'est-à-dire que c'est plus dur à élancer, c'est plus dur à freiner, et ça tient moins au sol, ça bouge beaucoup. C'est ça la difficulté du vintage, c'est qu'on a l'habitude de rouler avec une 4,5 2021. Ouais, un peu bulldozer. Hein. Voilà, et qui avale tout. Et quand on arrive avec une vintage, ça brasse beaucoup, hein, donc il faut faire attention. Mais là, déjà, gabarit fin, très agréable, il y a des bons cale-pieds dessus. Donc si tu veux, je ne perds pas les pieds. Le frein est excellent. Donc j'ai envie de te dire, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre un peu de gaz pour savoir si ça va. Et à mettre du gaz plutôt haut dans les tours alors. Alors comme d'habitude, hein, évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu nos vidéos, donc on peut remettre peut-être le lien de la 125 Suze, de la 125 KX. Donc on est sur des motos des années 90, on va appeler ça comme ça. Ouais. On est sur des motos qui se roulent entre 10 000 et 12 000. Ouais. C'est là où les chevaux sont sur une 125. Donc vous oubliez le 2,5-4 temps où il faut passer une vitesse de plus, rouler avec le couple. Non, c'est pas du tout ça. Voilà, là, il faut en mettre comme un cochon. Donc il faut aller dans les tours et shifter au bon moment. Il faut être le prince du sélecteur. Il faut être très très fin. Hein. Exactement. Juste avant l'appel du saut. Exactement. Donc si tu veux, c'est vraiment le vintage en 125, je pense, tu dois être un bon pilote. Si tu commences la moto avec une moto comme ça, forcément, ça sera un petit peu désarçonnant. On est d'accord. Tu ne vas pas passer tous les sauts du circuit au deuxième tour avec cette moto.
parce qu'il faut s'élancer, il faut la faire hurler, et tu sais que c'est un petit peu déroutant quand tu fais hurler une machine. Donc du coup, on se met à la piloter en mettant un petit peu de gaz dans les tours. Et là, il s'est passé un truc de magique, parce qu'elle ne s'arrêtait plus, et parce qu'il y avait une force à la roue arrière qui était incroyable. Même toi, à l'œil, à côté, je pense que tu l'as senti. Ah oui, c'était vraiment impressionnant. On sentait qu'il y avait une prise de tour un petit peu à la façon KTM 150, là, ce truc où tu as l'impression que ça va jamais s'arrêter, que ça sature pas. À la sonorité, ça faisait moto préparé. Ouais. Ça faisait vraiment pas moto stock. Ça faisait vraiment, ouais, ça faisait penser aux courses des années 90, franchement. Mais un Grand Prix, pas une ligue. Ah non, ouais, on est d'accord. Exactement, au Grand Prix, ouais. Non, elle crachait vraiment bien. Les vitesses, c'est bien étagé. Alors évidemment, tu pars en première. Donc là, faut se réhabituer à partir en première. Mais la moto, elle sort de la grille, elle sort bien. J'ai fait des départs qui n'étaient pas ridicules. Ouais, à part un où tu l'as bien chié. D'ailleurs, je vais vous le mettre, voilà. Oh, le démarrage en bois. Couple ça à la piste, non mais tu te laisses pousser des ailes. Alors ma question c'est, est-ce que ce surplus de puissance à haut régime avec cette prise de tour démoniaque, il est fait au détriment de moins de coffres et de couples, justement? Alors non, ça n'a pas enlevé en bas. Par contre, ça n'en a pas mis. Donc on est toujours sur une moto qui est plutôt, pas creuse, mais en tout cas pas puissante. Tu vois, il n'y a pas un trou. Et quand on dit creuse, moi j'aurais envie de dire que ça fait... Ouais. Mais ce n'est pas le cas. Si tu veux, il y a des valves, il y a un système attaque à la sortie du cylindre. D'ailleurs, il a déjà en 89 ? Exactement. Et d'ailleurs, il a mis une petite chambre, tu vois, il met une sorte de gros joint en aluminium. Ouais. Ça fait une chambre un peu supérieure, ça lui donne du coffre. Alors c'est marrant, on en reparlera quand on fera une 2,5 CR de 92, 93, 94, même jusqu'à 2000. Si tu veux, on faisait la même chose du côté des valves. C'est-à-dire de grossir cette chambre de valve, ça donne du coffre à la moto. D'accord. On en reparlera, ça, il n'y a aucun problème. Mais du coup, il a fait ce qu'il fallait. Donc la moto, elle n'est pas creuse en bas, pas du tout. Par contre, il n'y a pas beaucoup de chevaux. C'est pas là où les chevaux sont. Donc du coup, il faut attaquer. Alors, ça te fait changer les trajectoires. Donc vous me verrez beaucoup dans les vélodromes. Ouais. Bon, la piste était neuve aussi, il n'y avait pas beaucoup d'ornières. Ça faisait envie aussi. Exactement. Puis tu as envie de te jeter dans ce vélodrome. Tu n'as pas envie de prendre le virage à plat où il n'y a pas d'ornières. Ouais. Non, le problème, à la limite, c'est quand tu attaques comme ça, il faut que le reste, ça suive. Alors, les suspensions, c'était finalement la grande interrogation. Oui, du coup, est-ce que all-in, c'est le white power à l'avant Alors, il faut savoir que les fourches étaient très souples à l'époque. Donc, si tu veux, c'est ça qui peut te limiter. Sur les terrains modernes, avec des fourches très très souples, c'est un coup à avoir mal au bras, c'est un coup à passer par devant, c'est un coup à louvoyer, à se faire peur. Et bien, si tu veux, il a été malin. Tu sais ce qu'il a fait? Il a pris une white power d'une 300 KTM. Donc, une moto qui a des ressorts beaucoup plus fermes, parce que c'était une 300. Donc, tu imagines bien qu'il y avait au moins 2 tailles de ressorts en plus. Donc, juste pour te donner une idée, je vais donner des chiffres, ils sont inexacts, mais s'il y avait des 0,40 en 89, évidemment, les 2,5, elles avaient des 0,42 et les 500 des 0,44. D'accord, donc il a surdimensionné quelque part les ressorts. Quoi. Sauf qu'aujourd'hui, tu sais en combien on est? Non. On est sur du 0,48. Ah oui, d'accord. Donc tu imagines en fait de mettre les ressorts de la 2,5, de la 500, ça aurait été débile à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, c'est même limite pas assez. Donc du coup, on est sur cette fourche White Power de 300 KTM qui a été adaptée. Et bien, si tu veux, cette fourche, elle est quand même ferme. Et elle est pile poil, si tu veux, pour cette 125. Coup de bol, parce qu'il a dit qu'il l'a montée, il n'a pas fait de préparation, il n'a rien fait du tout dessus. Elle a été nickel du premier coup. Franchement, c'était très agréable. Elle se tenait bien, mais elle avalait bien les trous, les sauts. Donc franchement, vraiment un bon plan. Et du coup, cet amortisseur? Alors l'amortisseur, c'est marrant, il y a une petite anecdote, c'est-à-dire que notre ami Seb, il a une particularité, c'est qu'il met du gros gaz. Ben oui, il a gagné le championnat vétéran avec cette 125 devant tout le monde. Et du coup, il met dans les tours, il attaque au freinage, il roule dans des terrains plus défoncés que sur notre vidéo. Et si tu veux, il s'est fait des chaleurs avec l'amortisseur d'origine. Ah ouais. Et pourtant, je crois que c'est Clicker également, qu'on connaît bien, Stéphane Garcia, qui lui a fait l'amortisseur. Et malgré tout, il n'arrivait pas à... Il avait un peu peur. Au niveau de des performances de la moto, quoi. Pas de la fourchette du moteur. Et du coup, il a acheté cet amortisseur Rollins et ça a tout radicalisé. Alors, pour info, à l'époque, c'est marrant, j'ai commencé la moto en 87-8. Ouais. Et si tu veux, quand tu achetais une Honda, la première chose que tu achetais, c'était un amortisseur. Donc, tu appelais à Aurillac,
T'appelais à l'époque chez Hollins France, là-bas. Et si tu veux, t'achetais un Hollins, tu le mettais sur la Honda et t'avais quasiment une moto parfaite. Et alors du coup, parce que moi, tu vois, je me dis, all-in, ce super matos et tout, tu l'achètes, tu le mets, ça marche? Ou il faut Non, repasser non, par non, la non. case Là, je préparation? pense que Clicker a mis les mains dedans. Résultat, on a un amortisseur qui était onctueux, qui allait pas trop talonner. D'accord, donc Mais c'est pas vraiment sur le fonctionnement et la traction, hein, le problème. Le problème, c'était ça. Tu sais, le droite-gauche. Ouais. C'est-à-dire que la moto, elle a tendance à brasser. Mais pourquoi? Trop vif? Trop vif, l'empilage pas assez régulier, pas assez, tu sais, progressif. Et puis bon, la qualité du Hollins, c'est pas une pièce moulée qui a été reprise une fois. Ouais. C'était déjà au-delà. D'ailleurs, si ça t'intéresse, peut-être que ça intéresse les gens aussi. On pourrait peut-être faire un épisode où on parlerait de mécanique vintage, comment améliorer une moto, parce qu'il y a des choses évidemment dangereuses sur ces anciennes motos et des choses qui vont super bien. Donc à la limite, dites-le nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un peu des épisodes mécaniques, des tutos pour améliorer une vintage. Mais en tout cas, là, il était obligé de passer par là et franchement, c'était canon. Moi, j'ai jamais été en défaut avec les suspensions, jamais. Donc pas de problème de frein avant, pas de problème de suspension. J'ai envie de te dire, et j'espère que ça s'est vu, c'est que je me suis régalé. Ah oui, ça s'est vu. Je pense que ça s'est vu. Ça se voit sur les images où tu es à l'attaque totale. Et je pense que quand on te regarde rouler avec cette moto, on oublie complètement qu'elle est de 1989 et même on a du mal à y croire, je pense. Si on fait que d'écouter le bruit, ouais, franchement, si on voit une silhouette passer, tu vois pas le. Jamais tu te dis c'est une moto de 89, quoi. Et honnêtement, le look, ça te choque toi ou pas? Pas tant que ça, parce que... Si t'as un peu de style, un bel équipement, ça passe, hein. Ouais, puis en plus, tu sais, une moto de 89, si tu connais pas du tout le vintage, tu t'attends à avoir des freins à tambour, limite, des amortisseurs de chaque côté à l'arrière, enfin tu vois. Et en fait, c'est carrément moderne, hein. Alors, il y a une petite astuce, hein, c'est-à-dire qu'il y a des catégories, et il y a la catégorie qui s'appelle pré-90. Donc, si t'es pas bête, tu prends pas une 82. Mais tu prends une 89 qui est la tu plus... prends, voilà, tu prends la parce dernière. qu'il doit y avoir un gros gap entre une 82 et une 89, par contre. Voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire que là, il y a 82, si je me trompe pas, il y avait de l'air, il y avait refroidissement à air, il y avait deux tambours. Tu vois, on va dire que c'était moins ça. Là, la 89, tu as deux disques. Tu as une fourche sur la 2,5 qui est une fourche inversée. Bon, c'est pas la meilleure chose qu'ils aient fait à cette époque-là. On en reparlera. Mais en l'occurrence, vraiment, il y a moyen d'aller très vite avec cette moto parce qu'il y a quasiment tous les mêmes éléments qu'aujourd'hui. Quelqu'un qui s'achète une 65 de 89, comme ça, s'il veut retrouver un petit peu ce niveau de performance sans le Graal, sans le cylindre Mugen, c'est faisable quand même? Avec un peu de prépa, un peu de pièces? Ouais, moi je dis qu'il ne faut pas abuser sur la prépa parce que le problème c'est que c'est fragile un petit peu. C'est des anciennes motos, donc c'est pas la peine de la fragiliser, parce qu'autrement tu vas passer ton temps à faire de la mécanique, pas trouver les pièces, passer un budget à la refaire. Moi je pense que on est en plus dans le vintage, on n'est pas dans la performance. Je ne pense pas, hein. On n'est pas gagné la demi-seconde, autrement il faut acheter une 2,5 temps de 2021. Donc si tu veux, au mieux rouler bien stock, bien la régler par contre. Et là tu l'as vu celle-là. La carburation était parfaite. Donc vraiment une grosse félicitation aux deux amis qui sont venus, à Clicker qui a fait ce qu'il fallait, parce que c'est sain, c'est pas dangereux, et puis tu peux mettre beaucoup de gaz avec, quoi. Du coup, toi, tu devais être comme un petit foufou d'essayer une Mugen, parce que le vintage, ça te plaît, ça fait quand même pas mal de motos que tu refais ces temps-ci. Ouais, parce qu'à l'époque, justement, 87, 88, 89, alors c'était marrant, mais on refaisait les motos pour les vendre, et tous les ans, on avait la partie, on démonte tout, on repeint, on graisse, et on allait, nous, à Neuville-sur-Saône. Imagine une berge à Ras-la-Saône, où il y a, on va dire, de la 750 GSX-R au 80 Honda par une 50 Italjet. Imagine des centaines de gens qui viennent et qui posent toutes les pièces qu'ils ont à vendre de l'année. Ah ouais, d'accord, ok. Ah non, mais c'était un truc de fou. Alors, on arrivait tous avec nos motos refaites et j'ai passé beaucoup d'hivers justement à refaire des motos nickel. Donc aujourd'hui, comme avec le coronavirus, on a plus de temps. Moi, je fais beaucoup moins de déplacements, je fais beaucoup moins de coaching, je vais moins sur les courses en Grand Prix. Et ben, si tu veux, j'ai commencé à refaire des motos parce que ça me fait aussi du bien de quitter l'ordinateur pour retrouver un bel atelier, Ouais, ce qui et est pas puis mal. Ça te plaît aussi de refaire des motos J'adore qui, ça. toi, t'ont fait rêver petit. Exactement. Donc en fait, mais je travaille que sur commande.
C'est-à-dire que les personnes me disent, je veux une 2,5 CR de 89, Réplica, tel pilote. voilà, je veux une 500 CR 93 JMB, et donc à ce moment-là, je me mets au travail. Donc je n'achète pas des motos pour les revendre. C'est-à-dire que quelqu'un me demande une moto, je la refais, et à ce moment-là, je lui vends. Et donc du coup, je me suis passionné là-dedans, j'en ai fait 2-3 pas mal, 2-3 jolis, enfin, le vintage, on en reparlera, mais c'est une science inexacte, hein. Tu sais qu'il y a des puristes, il y a des gens. Tu as beau refaire ce que tu veux. C'est jamais assez bien. C'est jamais assez bien. Et eux font toujours mieux. Oui, voilà. Et le collier, toujours. Du truc, machin. Exactement. On en reparlera. Enfin, bref, cette année, j'ai fait quasiment 7 motos. 7 commandes. Donc c'était sympa. Et donc, cette 89, j'en ai fait 3. Mais en version 250. Oui, donc c'était la même. Je veux dire, au niveau du châssis, etc., il n'y avait pas de. Ouais, il y a la fourche, c'est une fourche inversée d'origine, mais ça ressemble beaucoup. Bon, on l'a derrière, hein. Elle est juste, ça c'est une 2,5 CR 89 qu'on m'a commandée et que je veux livrer dans un mois. Si tu veux, ça m'a tellement plu que j'ai commencé à chercher un petit peu les pièces et on essaye d'en faire profiter à tout le monde. Donc vous retrouverez sur la boutique toutes les petites pièces un peu spéciales HRC qu'on arrivait à trouver. Donc vous retrouverez la plaque avant HRC, vous retrouverez le frein avant. Le disque, là, le grand fameux diamètre, ouais. Qu'utilisait le HRC. Alors évidemment, il faut appeler aux US, il faut appeler en Italie, il faut appeler. Mais on arrive à avoir le petit stock qui va bien, les oreillettes en aluminium, les protège-cadres. Donc on va vous faire une boutique bien sympa. Et la touche finale qui change tout, hein, sur une moto. Et c'est triste d'ailleurs, parce que tous les mécanos vont se dire, ouais, c'est quand même bien dommage. Bah, ce qui fait tout, c'est quand même les stickers. Ah bah oui, la déco. Bah ouais, parce que si tu oublies le petit autocollant, si tu finis bien la moto, mais que tu as des plaques à numéro avec le numéro fait au scotch, c'est quand même un peu dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre en exclusivité sur la boutique tous les stickers que vous pouvez rêver d'avoir pour refaire une moto vintage réplica. C'est-à-dire la même que Honda US, la même que JMB, la même que Stanton. On va faire vraiment une boutique spécialisée dans le réplica HRC. Donc j'espère que vous aimerez. N'hésitez pas, ça sera tout fabriqué par Paget Colors dans le Jura. Donc c'est plutôt cool. Et puis petit à petit, suivant vos demandes, à la limite, on grossira cette boutique vintage avec de plus en plus de choses. L'idée, c'est que vous galériez. Ce que j'aimerais, c'est que vous galériez pas comme moi je le fais. Ouais. Voilà, donc c'est que vous puissiez aller, bon plan, quoi. Voilà, vous achetez la moto, vous passez du temps à frotter, à graisser, à repeindre, mais que pour les petits détails, que vous alliez sur une boutique où vous avez le truc vraiment propre avec des belles photos. Et puis si vous êtes malin, vous savez qu'on a un code promo sur la boutique. MXTest, 10%. Qui est valable sur toute la boutique. Hein. Vous avez juste à taper MXTest et vous avez 10% de remise. Et chez 3AS et chez Blood Racing. 3AS, c'est bien d'en parler. 3AS sont fans de vintage. Oui, il y a beaucoup de pièces. Hein. Exactement. Donc, si tu veux, il y a beaucoup de pièces sur la 125 Honda Mugen qui ont été achetées chez 3AS. Il fait le championnat 3AS Vintage. Et puis, c'est un des partenaires depuis le début. Donc, c'est pareil. Hein. Tout ce qui est plastique, tout ce qui est guidon, ça, vous ne l'avez pas sur notre boutique. Donc, allez chez 3AS. Les cale-pieds. Tout se trouve maintenant, quand même, pour refaire une moto. Beaucoup. À part ce qu'il y a sur notre boutique. C'est des petites pièces qu'on a un peu plus du mal à trouver. C'est pour ça que vraiment, on garde la chaîne, la couronne, vous retrouverez ça chez nos amis Bud Racing 3S. Et tout ce qui est petits détails, le petit sticker, ce petit autocollant, on le mettra sur notre boutique. Et donc comme ça, avec ça, franchement, vous n'avez plus d'excuses. Il faudra un petit confinement pour que vous ayez alors plus du tout d'excuses, mais on va le souhaiter à personne. Non, c'est bon. On va le souhaiter à personne. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est bonne rénovation parce que on a pris notre pied à Cogolin de par le circuit, de par l'endroit, de par les gens qu'on a rencontrés, et c'est la base du vintage. Tu passes des bons moments, tu n'as pas de pression, tu rencontres des gens fabuleux, passionnés, et tu t'éclates, et ça ne t'empêche pas de mettre la moto en travers, hein, on est d'accord. D'ailleurs, tu en as une, toi? Elle est de 97. Non, 95. Ah oui, 95. La mienne, elle est de 95 et je l'avais achetée avec toi lors d'un déplacement qui nous a coûté cher, hein, puisque nous a coûté à tous les deux le Covid. Ah ouais, 2 semaines off. En fait, je l'ai achetée parce que je m'étais dit, tu sais, c'était le moment où toi, tu refaisais les motos vintage et tout, donc je me suis pris au jeu, je me suis dit, je vais faire des courses vintage aussi. Et puis avec le Covid, plus de courses. Ouais. Donc du coup, je me suis retrouvé avec cette moto dans le garage. Et depuis, j'ai pas osé rouler avec. Il faut. Parce qu'en fait, là, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, qu'il y a de plus en plus d'événements un peu vintage qui se réorganisent. Alors, c'est des roulages. Donc, c'est pas des courses. Et là, on est exactement dans ce que tu recherches. Châteauneuf-les-Martigues,
pas de course, déroulage, des mecs sympas. Ouais, bah, je vais peut-être m'y mettre, mais si tu veux. Donc on ira les deux. Laisse-moi remonter celle-là. Moi, On appelle Seb avec la 125 Mugen. Tu viens avec la 95 et on se fait plaisir. Ouais, mais tu vois, moi j'ai encore le problème psychologique. Comme elle a été entièrement refaite, qu'elle est entièrement neuve, j'ai du mal à la foutre. Ça, c'est un souci du vintage. Quand tu as passé du temps sur une moto. Alors moi, j'ai pas passé du temps, mais par respect du truc, tu vois, elle est neuve. Elle est neuve. J'arrive pas à me dire de la foutre dans les cailloux. Ouais, c'est vrai. Donc, de temps en temps, je la démarre à côté de la maison. Et bon, voilà. Je vous promets, j'essaye de le motiver. Et puis, on se retrouve et puis on fera une sorte de petit vlog à essayer de la 2,5, de la 125. Et tu verras, c'est vraiment beaucoup de fun. C'est pas... Tout le monde parle d'une mode, tu sais. Ouais. Pour moi, c'est pas une mode. C'est une façon de rouler un peu moins vite. C'est une autre pratique, quasiment. Hein. C'est une façon de rouler moins vite. Parce que tu vas 10 secondes moins vite. Honnêtement, qu'avec une 4,5 2021, mais tu as des sensations qui sont excellentes, tu maîtrises toujours la moto, contrairement sur une 4,5 où elle a vite fait de t'échapper, et si tu veux, tu rencontres des gens où tu peux parler d'autre chose que finalement de Roxon. Non, tu peux parler de toutes les stars d'avant, tu peux parler de la mécanique, tu peux échanger des trucs, et quel plaisir d'aider quelqu'un à faire un projet. D'ailleurs, j'aime beaucoup justement Stéphane Garcia, on en parle beaucoup de Clicker, mais pour moi c'est un des meilleurs. Il y a Bruno David qui fait beaucoup de Honda évidemment, mais ce que j'aime chez Clicker, c'est que je peux l'appeler tout le temps, il me donne le réglage carbu. Il sait tout. Et puis surtout qu'il il aide les autres. Lui ce qu'il veut c'est qu'il y ait 50 personnes à Châteauneuf-les-Martigues puis qui roulent. Il ne veut pas être le seul à avoir sa moto parfaite, ça ne l'intéresse pas. Oui, dans le partage, tu veux dire. Mais oui, on n'est pas une élite, quoi. L'idée, c'est qu'on soit plein de potes, et puis tu es bien content quand tu tombes et que tu écrases le pot, qu'un mec te le sorte du camion et puisse te le prêter à un... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc... Bon, rendez-vous bientôt sur un entraînement vintage, si j'arrive à passer le cap.